Bonjour, bonsoir mes loups et loulous. Nous allons démarrer tout de suite ce podcast par quelque chose que vous n'entendrez pas beaucoup d'enseignants faire, je pense, j'en suis même sûr. C'est un mini hommage à Monsieur Le Pen. Alors je ne vais pas faire comme si je le connaissais bien, mais vous pouvez aller de ce pas écouter le podcast de ce cher Papacito, l'épisode 46 de Burger Ring. Je lui ai demandé l'autorisation de faire, en toute honnêteté, afin de faire connaître un peu la chaîne, des best-of de ses podcasts à lui, ou simplement sortir des extraits de son podcast. Voilà, j'attends sa réponse car je ne le ferai pas sans son autorisation. Et même si j'ai son autorisation, je reconnais tout à fait facilement que, étant une brêle en informatique, j'espère que j'en serai capable. Mais voilà, ce serait une belle opportunité. Ce serait déjà très rigolo parce que vraiment son podcast est absolument exceptionnel. Quels que soient les épisodes, vous entendez mes chiens qui s'ébrouent à chaque fois, c'est pendant le podcast, ces grosses relous. Donc, mini hommage à Monsieur Le Pen. Encore une fois, je ne vais pas faire comme si je le connaissais bien, ce n'est absolument pas le cas, étant coupé comme je le suis du monde politique. Et en 2002, c'était même pas son prime, mais disons le moment où il a été le plus connu, j'avais moins de 10 ans. Donc voilà, autant dire que je ne le connais pas, que je l'ai connu à cette époque par la diabolisation que faisaient de lui les médias. Et il est très important aujourd'hui, je pense que nous avons suffisamment parlé de l'épisode Covid, nous avons suffisamment de recul aujourd'hui pour savoir à quel point les médias peuvent être menteurs d'une part et violents d'autre part. Je pense que si je dois reconnaître une chose à Monsieur Le Pen, que je sois en accord ou pas avec ses idées, c'est qu'il a su les porter sans jamais courber les chines. Et rien que cela, monsieur, cela mérite le plus grand des respects. Ce n'est pas un homme qui, tel le roseau, s'est plié dans tous les sens en fonction des directions que lui donnait le vent. Il est resté, encore une fois, je paraphrase, pardon, Papacito, monolithique, et son surnom du menhir lui allait à ravir. C'était un grand homme, mort à 96 ans de sa belle mort, sans jamais s'être renié. Et ça, comme dirait l'autre, c'est beau. Autre point dans cette pré-introduction, pour la coordination rurale, qui n'a pas réussi autant qu'il l'aurait souhaité, je pense, mais qui a quand même réussi dans une certaine mesure à se faire entendre. Et c'est forcément toujours une bonne chose. Les paysans ont pu légèrement faire entendre leur voix. Malheureusement, j'ai cru comprendre, là encore, je suis de très loin, les médias. Vous allez dire que je suis un fanboy, si vous voulez, j'en ai rien à foutre. Je suis de très près le grand pote de Papacito de la ferme des cochons laineux, qui a exprimé sa déception, je pense, qui transparaissait dans ses derniers propos. Je pense qu'il espérait que le monde paysan soit un peu plus unis face aux difficultés auxquelles ils font face et auxquelles ils vont faire face si jamais nous nous retrouvons dans les situations qu'ils décrivent ou qu'ils prophétisent, si l'on peut dire cela comme ça, où nous risquons de perdre notre souveraineté paysanne, notre souveraineté alimentaire pour un pays comme la France, qui est le pays de la gastronomie. C'est quand même d'une tristesse absolument absolue, disons-le comme ça. Voilà pour ce petit hommage pour Monsieur Le Pen et pour la coordination rurale qui, je l'espère, parviendra à se faire entendre, que des pistes de travail pourront être trouvées afin de permettre aux paysans de poursuivre leur travail dans les meilleures conditions. Il n'y a rien de mal à vouloir vivre de manière décente des fruits, littéralement, de son travail. Et si je le peux, je leur envoie absolument toute la force que je peux de ma petite échelle d'enseignant qui tente de se faire entendre sur sur ce minuscule îlot sur lequel il est aujourd'hui prisonnier d'un enseignant, d'un prof de droite,
Et pour revenir, parce que j'ai oublié de le dire, sur Monsieur Le Pen, que j'ai une immense admiration pour les hommes qui ne ploient pas, que je sois d'accord avec eux ou non. Et je rappelle encore pour les enseignants qui sont incapables d'entendre quoi que ce soit concernant Le Pen, concernant quelque idée que ce soit qui viendrait de la droite, que des hommes qui se sont battus pour leurs idées s'employer et qui sont absolument admirables pour cela, il y en a parmi les Hugo et les Napoléon. Bonjour, bonsoir les loups et loulous et bienvenue dans l'émission Prof de droite, l'émission qui distribue des uppercuts éducatifs avec élégance, bienveillance mesurée et un mélange bien épicé de bonne humeur et de colère. Les high kicks de ce podcast feront valser en 2 mouvements 3 temps, bien des protège-dents des bords de Seine jusqu'au sommet des Alpes, jusqu'au bord de l'océan Atlantique dans le creux des vagues basques les plus fraîches, jusque dans les pâturages pyrénéens, jusque dans les assiettes grasses et juteuses de Bretagne et du Nord, jusque dans les richesses du sud de la France et tout ceci enfin en passant par la plus belle région du monde, l'Alsace. Si tu n'es pas d'accord, pose-moi ce transistor, fais l'effort d'écouter ce podcast jusqu'au bout, prends-moi donc un bretzel et je ne parle évidemment pas des saloperies honteuses que l'on retrouve dans vos apéros. Si vous me trouvez fatigué, ce n'est pas grave et c'est plutôt normal. J'ai sorti les chiens à 6h du matin, effectué une journée complète auprès de mes chers élèves et encore une séance de sport. Dès la fin même de cette journée, je suis en pleine forme et en pleine possession de mes moyens. Cette émission, puisqu'ici l'on tâchera au maximum de parler français, durera une grosse heure, petite heure, est disponible dès aujourd'hui. Les 10 premiers épisodes sont disponibles sur YouTube, Deezer et Spotify. Cela vous fait une bonne petite dizaine d'heures à écouter si un jour vous avez l'envie de vous faire un petit Paris-Marseille en voiture. Ici nous promouvons, nous nous battons pour retrouver une société disposant d'un corps sain dans un esprit sain au service d'une jeunesse harmonieuse et équilibrée, et ce pour une nation éduquée et bien éduquée, afin que les individus qui la composent aient comme objectif commun de l'améliorer, de la faire progresser constamment. J'espère d'ailleurs au passage que vous tenez. Nous sommes le 13 janvier 2025, j'enregistre cet épisode, une fois n'est pas coutume, un lundi soir et je la posterai dimanche 19. Je vais découvrir le postage, le télépostage, l'aéroportal, je me perds, en différé et faire poster cet épisode le 19. Donc j'espère que vous tenez, nous sommes à moins de 2 semaines depuis le réveillon et le nouvel an, évidemment encore un jour de moins, vos bonnes résolutions de l'année. Pour mon cas, pour ma part, c'est tout à fait le cas puisque c'est la première fois, je pense, de ma vie que cela fait donc 13 jours que je joue de la guitare chaque jour, que je lis absolument chaque jour que Dieu fait. Et je suis d'une discipline de fer, en témoigne ma douche froide du matin. Cette émission sera également, d'un point de vue personnel, un excellent exercice afin de hiérarchiser, ordonner mes pensées, afin de faire entendre en anonyme, pour le moment du moins, une voix de prof comme l'on n'en entend jamais. Je pense que vous l'avez bien compris avec la pré-introduction de ce podcast. Je m'astreins donc à une discipline de pensée, de transmission, non seulement à mes élèves de par mon métier hors antenne, mais à vous également. Je vous présenterai mes opinions réfléchies, les valeurs que je partage et défends, afin que les parents, rappelons comme à chaque fois que la famille est la première éducatrice de notre jeunesse, futurs parents, profs, tout membre de la communauté éducative, ou même les curieux, et il est bien de l'être, et les anciens que je salue, sachent ce que vivent ou vivront les enfants et ce que vivent les profs également à l'école. Nous aborderons les problèmes des profs tout en défendant les autres professions valables et vertueuses et en clamant haut et fort que les profs ne sont pas les plus à plaindre d'une part et sont en plus responsables en grande partie de la merde dans laquelle ils se retrouvent parfois plongés aujourd'hui d'autre part. Nous rappellerons aux profs la notion de neutralité politique. Vous me direz avec raison que je ne la respecte pas toujours. Mais vous êtes des adultes, responsables, capables de vous faire vos propres opinions. Personne ne vous enjoint à avaler tout ce que je déblatère sans y réfléchir, bien au contraire. J'espère de votre part une écoute active.
Encore plus lorsqu'il s'agit de bourrer le crâne d'enfants de valeurs antinaturelles, ce qui a un nom, manipulation d'esprit en cours de formation dont nous avons la charge, et au pire, pédocriminalité. Il va falloir réapprendre à forger l'esprit critique de la communauté enseignante comme des élèves, retrouver valeurs et vertus perdues ou en voie de perdition. Voici nos combats essentiels, ne cédons point aux modes et pseudo-dictates moraux aux conséquences absolument catastrophiques. Pour notre jeunesse, montrons la voie à la future génération, afin de résumer en mots-clés ce que vous retrouverez au cœur de cette émission. Promotion du goût de l'effort, du travail, défense de la beauté de notre pays, discussion, aiguisage de nos esprits critiques, adoption d'une mentalité positive sortie de la torpeur, négativité, pensée unique et passage à l'action. Podcast salé sans langue de bois qui aura enfin pour but ultime de lutter contre le nihilisme ambiant dans notre beau pays, de faire évoluer l'école, pourquoi pas notre société. J'ai beaucoup d'espoir, pas de fausse modestie ici pour ce podcast. Je souhaite qu'il nous permette d'aller vers un modèle que j'espère beaucoup plus sain. Cette émission sera bien entendu préparée en amont, mais cependant je ne ferai pas de travail de redécoupage. Lorsque je bute sur un mot, je ne reviens pas dessus. J'ai d'autres projets à mener à bien dans cette vie. J'espère que vous pardonnerez donc les bégaiements, les égarements, parfois personnels, prise d'eau et de caféine. Pas de caféine à cette heure-ci, bien entendu. Lors de l'enregistrement, pour l'authenticité que cela apportera au podcast qui, je l'espère, aura beaucoup à vous offrir. Plan de notre émission du jour. Les îlots. Je m'adresse plutôt aux profs, mais on va en parler également pour les parents, pour qu'ils sachent comment travaillent leurs enfants. Donc le débat, le sempiternel débat entre le travail en îlot ou l'enseignement magistral. Voilà un débat des plus intéressants. Deuxième partie, encore un ouvrage aujourd'hui de monsieur Julien Rochdy. Troisième partie, un article scientifique qui reviendra bien entendu sur notre première partie d'éducation sur le débat îlot magistral. Je vais le résumer comme ça. Quatrième partie, non pas une citation mais un petit texte sur le loup qui sera tiré d'un autre ouvrage encore de monsieur Rochdy sur lequel je reviendrai peut-être plus longuement dans un autre épisode. Et enfin, dernière partie, un nouveau mot et nous sommes partis. Première partie, enseignement magistral contre enseignement en îlot. Petite introduction. Dans le domaine de l'éducation, le choix des méthodes d'enseignement soulève depuis longtemps des débats. Voilà une phrase des plus basiques pour introduire un sujet comme j'ai bien appris à le faire dans l'école que je n'ai jamais quittée. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, j'ai fait quelques petits boulots qui m'ont permis, contrairement à certains enseignants, de connaître autre chose dans ma vie que l'école. Parmi ces approches, l'enseignement magistral caractérisé par un modèle vertical où l'enseignant transmet un savoir à un groupe d'élèves attentifs et l'enseignement en îlot qui met l'accent sur la collaboration et l'autonomie des apprenants. Occupe tout cela des positions centrales dans le premier degré, maternel comme élémentaire, puisque vous savez que c'est ce que je connais le mieux. Le choix entre ces méthodes est décisif afin de favoriser l'apprentissage des jeunes élèves. Ce développement que je vais faire devant vous et devant vos oreilles ébahies, cela ne se dit pas, proposera une analyse critique de ces deux approches en examinant leur évolution historique, leurs forces comme leurs limites, tout en s'appuyant sur des recherches récentes. Nous verrons enfin, et voilà comment je présente vraiment comme un bon élève mon plan, comment une approche mixte pourrait répondre aux besoins variés des élèves. Et là encore, comme un bon élève, je vous donne déjà la conclusion que le mieux c'est la mixité des approches, bien évidemment. Je vous spoil déjà, Mince, j'ai oublié la traduction française, Mince, j'ai oublié la traduction française de spoiler, je m'en excuse.
Voilà, je viens de retourner, vous n'avez pas entendu la coupure, c'est absolument magique, c'est la magie du montage, je suis un pro du montage comme je vous le disais, absolument pas. Mais donc voilà, je ne souhaite pas vous divulgacher la conclusion de ce développement, je vous le donne déjà, donc je voulais totalement divulgacher. Je me suis perdu dans mes propres propos. Définitions et distinctions de ces deux enseignements, de ces deux types d'enseignement. L'enseignement magistral, encore une fois, cela peut servir non pas seulement aux parents, mais également, non pas seulement aux enseignants, pardon, mais également aux parents. Comme cela, vous êtes au courant, il faut être au courant de ce que vos élèves non pas subissent, mais vivent chaque jour à l'école. Donc l'enseignement magistral, c'est une méthode qui repose sur une transmission directe des savoirs par l'enseignant, souvent sous forme d'exposés ou de cours structurant directement les connaissances. Les élèves sont plutôt passifs, leur rôle est alors de recevoir et d'intégrer les notions qui leur sont présentées de manière brute. L'enseignement en îlot. Cette méthode favorise, elle, le travail en petits groupes, constitués souvent de manière hétérogène, mais parfois également homogène, soit dans ce que l'on appelle des groupes de niveau ou des groupes de besoins. L'enseignant devient un facilitateur et guide les élèves dans leur démarche d'apprentissage tout en valorisant la collaboration, l'autonomie et la résolution de problèmes. Il peut y avoir plein de choses différentes, soit on met des élèves de même niveau ensemble, donc les élèves faibles, et ça peut être des élèves faibles dans un certain domaine des mathématiques et qui seront ensuite le groupe fort en français, ou bien on les met dans des groupes totalement hétérogènes de niveaux très différents, et cela peut permettre d'autres types d'approches, ce que l'on appelle la classe inversée, où ceux qui sont vraiment à l'aise vont quasiment prendre le rôle du professeur pour apprendre une notion aux élèves qui ont des difficultés, ou bien simplement le tutorat avec un élève qui maîtrise par exemple déjà cette table de multiplication, tient la cocotte, parce que j'aime bien faire ça, hein, vous savez ce que c'est qu'une cocotte, donc une cocotte des tables de multiplication, voilà, et il interroge l'élève qui a plus de difficultés pour l'aider à développer ses connaissances, etc., etc. On peut multiplier ces approches à l'infini. Historique des évolutions pédagogiques, dès le début du XXe siècle, des penseurs comme Madame Montessori, dont j'ai déjà parlé, Célestin Freinet et John Dewey ont critiqué le modèle magistral traditionnel jugé trop autoritaire, peu adapté aux besoins des enfants, surtout en bas âge. Ces pédagogues ont mis en avant l'importance de l'autonomie, du travail collaboratif et de l'apprentissage par la pratique. L'enseignement en îlot a ainsi trouvé sa place comme une alternative au modèle traditionnel en valorisant les compétences sociales et la participation active des élèves. Une réévaluation contemporaine, malgré cet engouement initial, des études récentes tendent à nuancer l'efficacité des approches collaboratives, surtout lorsqu'elles sont utilisées de manière exclusive. En effet, certains chercheurs comme Paul Kirchner et John Sweller, je m'excuse pour les prononciations, une étude datant de 2006, ont montré que les approches trop ouvertes, c'est-à-dire à faible guidage, comme les méthodes en îlot, par exemple, en laissant trop d'autonomie entre guillemets aux élèves, c'est ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, en disant donc que ces méthodes à faible guidage peuvent entraîner une surcharge cognitive, notamment chez des apprenants novices. Et encore une fois, si je prends l'exemple du tutorat, donner le rôle d'enseignant à des élèves qui, même s'ils sont très bons, restent des élèves, ça reste différent normalement, pour un bon enseignant, du métier justement d'enseignant. Bref, cela a conduit à une réévaluation de l'enseignement magistral, considéré comme une méthode permettant une acquisition structurée et efficace des savoirs de base. Si je résume très grossièrement, on a pensé à l'époque des pédagogies nouvelles qu'il fallait mettre à la poubelle complètement l'enseignement magistral et ne faire que de l'enseignement en îlot, et on se rend compte aujourd'hui que la réalité n'est point si simple. Les intérêts et les limites de ces deux approches. Les avantages de l'enseignement magistral, une transmission claire et structurée. Le modèle magistral est particulièrement adapté pour introduire de nouvelles notions
ou fournir une vision globale d'un sujet. C'est un gain de temps précieux. Cette approche permet de couvrir un volume important de connaissances dans un temps limité. Et enfin, il est particulièrement adapté aux apprentissages fondamentaux. Dans le premier degré, les compétences de base, lire, écrire, compter, bénéficient d'une présentation explicite et sont particulièrement adaptées à cet enseignement magistral. Les limites de l'enseignement magistral, passivité des élèves, le rôle réduit de l'élève peut limiter l'engagement et la motivation, difficulté à différencier selon le niveau des élèves. Ce modèle peine à répondre aux besoins individuels des élèves et on pourrait presque faire un épisode pour les enseignants sur la notion de différenciation, car là aussi les dernières recherches en date montrent qu'il faut arrêter de différencier à outrance et au contraire forcer les élèves, même ceux qui sont en difficulté, à soutenir un gros rythme et que c'est comme cela qu'on va les pousser en les forçant à progresser et certainement pas en baissant en permanence le niveau d'exigence. Les avantages de l'enseignement en îlot: collaboration et entraide, les élèves apprennent à travailler ensemble, à partager des idées et à s'entraider. Une autonomie accrue, les élèves développent des compétences organisationnelles et prennent en charge leur propre apprentissage. Les îlots permettent de mieux répondre aux différences de niveau et de besoins. Les limites maintenant de cet enseignement en îlot: un risque de dispersion. Sans un guidage suffisant et fort, encore une fois, on sort des pédagogies nouvelles. Même avec l'enseignement en îlot, il faut que l'enseignant garde un guidage suffisant ou au moins la maîtrise de sa classe, c'est le minimum. Les élèves peuvent se perdre ou s'écarter des objectifs d'apprentissage. Charge cognitive intense, les tâches collaboratives complexes peuvent dépasser les capacités des élèves les moins avancés. Et enfin, d'un point de vue égalité, les élèves les plus faibles peuvent se reposer sur les plus forts. Et d'un autre point de vue, les élèves les plus timides peuvent se laisser bouffer, disons-le comme ça, par les élèves les plus forts d'un point de vue, cette fois, caractère. Synthèse des recherches, des méta-analyses comme celle menée par Hattie en 2008 suggèrent que l'efficacité d'une méthode d'enseignement dépend du contexte et de l'étape d'apprentissage. C'est donc comme absolument tout. Les approches magistrales semblent alors particulièrement efficaces pour l'enseignement des connaissances de base et dans des contextes où les élèves ont besoin de repères clairs, en utilisant tout ce que j'ai dit au premier épisode qui permet de mieux apprendre et en sortant des fameux neuromythes. En revanche, les approches collaboratives ou autonomes sont plus adaptées aux activités de consolidation et de transfert des connaissances. Ainsi, une approche mixte combinant les deux méthodes semble la plus prometteuse. Par exemple, enseignement magistral pour une nouvelle notion ou modéliser une compétence ardue, travail en îlot pour approfondir et appliquer ces notions, tout en favorisant la différenciation. Une extension à l'enseignement supérieur, ou même collège et lycée déjà. Dans l'enseignement supérieur, le cours magistral est très fréquent en raison du nombre souvent élevé d'étudiants par classe et la nécessité de transmettre un volume important de connaissances. Décidément, aujourd'hui, je bute sur beaucoup de mots. Cependant, des initiatives comme les classes inversées ou les travaux dirigés réintroduisent ces dynamiques collaboratives, montrant que l'équilibre entre guidage et autonomie reste pertinent à tous les niveaux. En conclusion, le débat entre enseignement magistral et enseignement en îlot reflète une tension fondamentale entre la transmission des savoirs et l'autonomie des apprenants. Si les pédagogies nouvelles ont permis de repenser les pratiques enseignantes en valorisant la collaboration et l'autonomie, les recherches contemporaines soulignent que ces approches doivent être combinées avec des méthodes plus structurées. Dans l'enseignement du premier degré, comme dans l'enseignement supérieur, la clé réside dans une alternance réfléchie entre guidage et exploration autonome afin de répondre aux besoins divers des apprenants tout au long de leur parcours. Ouvrons notre deuxième partie avec l'ouvrage de Monsieur Rochdy. Poursuivons donc dans la misogynie de l'épisode précédent, mais non, je plaisante. Bien au contraire même. Vous avez compris, normally, si vous êtes suffisamment intelligent
mature et que vous avez suffisamment de recul sur le monde actuel, vous savez ce que je pense de la femme. J'ai eu l'impression de ressembler à Dieudonné. Pardon. Développement donc sur l'ouvrage L'amour et la guerre, sorti en 2021. Je devrais d'ailleurs toujours donner les dates de sortie des livres, car tout ouvrage sort d'un cerveau d'une part, mais également d'une époque, d'un lieu et d'un contexte. Un plaidoyer pour l'harmonie des sexes et la complémentarité. Dans L'amour et la guerre, M. Rochdy propose une réflexion profonde sur les relations entre les sexes, en s'opposant fermement, tout comme moi, à l'idée d'un égalitarisme absolu et en mettant en lumière les spécificités naturelles de l'homme et de la femme. Cet ouvrage, loin d'être misogyne, donc cessez d'être d'immondes abrutis. Dois-je vous le dire en oral inclusif en disant abruti.e.s ? Non, jamais de la vie. Cherche au contraire à souligner l'importance de comprendre et de respecter les différences inhérentes à chaque sexe. À travers une analyse fine et argumentée, il démontre que c'est justement dans la reconnaissance des différences et certainement pas dans leur uniformisation, dans leur égalisation forcenée, que réside la véritable harmonie, la véritable richesse. Une note c'est bien, un accord c'est mieux. Oui, Père Blaise, une carte juste. Un tel retour à l'équilibre serait pour lui, et selon absolument tous les chiffres actuels, le remède contre une société de plus en plus marquée par l'anxiété et la dépression, où la quête forcenée d'égalitarisme semble perdre de vue l'essence de chaque individu. Je vais plus loin, trop loin peut-être, mais cette république actuellement n'a de toute façon plus rien à foutre de votre essence et de votre âme. Une critique de l'égalitarisme et de ses dérives. L'ouvrage se dresse contre l'égalitarisme idéologique, cette tendance à vouloir effacer désespérément les différences entre les sexes pour prétendre que tout le monde devrait être pareil et que les sexes seraient ou devraient être égaux. Si nous étions égaux, vous ne seriez pas là, car ce sont les différences HF, pour reprendre encore une fois les termes que j'ai entendus pour la première fois de la bouche de Stéphane Edouard, qui permettent la naissance. Bon, quand on a dit ça, on a taclé les féministes les plus abrutis, mais pas encore récupéré la balle. Comment ? C'est une métaphore d'âge qui regarde du foot ? Sexiste, va ! Julien Rochdy montre que cette vision, en apparence progressiste, mène en réalité à une négation de ce qui fait l'essence même de chaque sexe. Il ne s'agit pas selon lui de prétendre qu'un sexe est supérieur à l'autre, mais de comprendre que chaque sexe, je vais y arriver, possède une complémentarité qui enrichit l'un et l'autre, en leur permettant de se soutenir dans une dynamique d'équilibre et de respect mutuel. L'homme n'est donc certainement pas supérieur à la femme, ni inversement, mais tous deux sont différents, et c'est très bien ainsi. La vision égalitaire, contemporaine, égalitariste même, pousse à une uniformisation des rôles, des comportements et des attentes entre hommes et femmes, nuisant à la complémentarité. Pour Rochdy, en niant les spécificités naturelles et biologiques de chaque sexe, on prive les individus de la possibilité de s'épanouir pleinement et d'apporter leur contribution unique à la société. C'est un appel à revenir à une vision plus saine où l'égalité ne se réduit pas à l'effacement des différences, mais à leur reconnaissance et leur mise en valeur. Mettre en valeur la masculinité, mettre en valeur la féminité. Oula, j'ai eu un gros doute. L'épigénétique comme preuve scientifique des différences naturelles. L'un des aspects marquants de L'amour et la guerre est l'utilisation par Rochdy de la science pour appuyer sa thèse. En particulier, il évoque l'épigénétique pour expliquer comment les environnements et les interactions sociales influencent l'expression des gènes. Selon lui, les différences entre les sexes ne sont pas seulement culturelles ou sociales, mais également ancrées dans notre biologie, dans l'étude séculaire de nos comportements. Il prend donc l'exemple, si ma mémoire est bonne, de Chloé, en imaginant qu'avec, vous connaissez la portée légendaire des voyages dans le temps, celle-ci puisse revenir à l'époque de la préhistoire. Elle, grande féministe version ou soupe au lait 2024,
se retrouve dans une tribu préhistorique et finalement elle se rend compte que la différenciation des rôles selon les sexes n'est peut-être pas une si mauvaise chose. Les hommes partent à la chasse, ils meurent très souvent jeunes. Et puis, elle qui ne voulait surtout pas avoir d'enfants se rend compte que si elle ne veut pas mourir, quand on meurt sans avoir d'enfants, l'arbre généalogique se termine. Et que voilà, elle commence à se rendre compte que elle aurait peut-être bien envie, selon cette science de l'épigénétique, qui n'est qu'hypothèse, mais tout à fait intéressante, elle a plutôt envie de se reproduire d'une part et se reproduire peut-être avec le mâle le plus alpha possible pour garder des termes très caricaturaux. Je ne reviendrai pas sur l'étude que j'avais fait de Wolf Within de Sean Ellis. Et même d'autre part, chasser à grands coups de griffes féminines extrêmement violentes. Toute femme qui chercherait à détruire un couple serait un peu trop frivole pour le dire ainsi. Et que voilà, c'est ainsi que se créent les différences entre les sexes qui perdureront durant des siècles et que ce n'est certainement pas cette gauche, pour schématiser encore très grossièrement, qui n'existe que depuis 60 ans, qui doit faire sa loi dans une société qui existe, dans des sociétés, au pluriel, qui existent depuis 300 000 ans, qui ont quasiment toujours mis l'homme au sommet de la hiérarchie, point de vue purement politique, mais au sein du foyer, les femmes ont une puissance incommensurable à préserver, mais qui n'est pas la même puissance incommensurable à préserver également des hommes. L'épigénétique, domaine donc qui étudie l'influence de l'environnement sur l'expression des gènes sans modifier la séquence génétique elle-même, vient confirmer que les hommes et les femmes ont des prédispositions biologiques, physiques, chimiques, comportementales distinctes. Ces différences se manifestent de manière subtile dans les comportements, des préférences, des façons de penser et des réactions émotionnelles. Il ne s'agit en aucun cas de remettre en cause l'égalité de valeur des sexes, mais de souligner qu'ils ont des trajectoires de vie et des réponses biologiques qui leur sont propres. L'auteur cite des recherches scientifiques qui montrent par exemple des différences hormonales marquées entre les hommes et les femmes influençant le comportement social et émotionnel de chacun. Je parlais déjà dans l'épisode précédent des chutes de testostérone subies par les hommes à la naissance de leur enfant qui les poussaient notamment à cette époque-là, préhistorique, puis Antiquité et Moyen-Âge, à retourner au charbon, si je puis dire ainsi, même si le charbon finalement ce fut plus tard. Les femmes, par exemple, auraient une plus grande propension à développer des comportements sociaux d'empathie et de soutien, et on notera avec l'auteur qu'elles perdent très tristement à désespérément vouloir être des hommes, d'où une société d'âge ultra ou faussement émotif, puisqu'on n'arrête pas de dire aux hommes qu'il est très bon de pleurer, très sain, etc., etc., et des femmes de l'autre côté, inébranlables, voire extrêmement dures, parfois bien plus que la moyenne, disons, des hommes. Et donc les femmes perdent leur plus beaux atours qui est leur empathie et leur capacité sociale de soutien. Tandis que les hommes seraient eux plus enclins à adopter des comportements compétitifs et d'affrontement car il fallait faire survivre, souvenez-vous de la toute première citation de cette émission de ce cher Bernanos et comprenez que nous aurons, H comme F, plus d'honneur à faire revivre nos belles différences qu'à faire survivre cet entre-deux immonde et infernal. Tout cela, reflète des dynamiques biologiques profondes. Ces éléments montrent que l'égalité des sexes ne réside pas dans une volonté d'homogénéisation des rôles, mais dans un respect mutuel des caractéristiques propres à chacun. L'idéologie égalitaire et ses conséquences sociales, l'anxiété, la dépression. L'auteur ne se contente pas d'une critique théorique de l'égalitarisme, il en explore aussi les conséquences réelles, vérifiables et observables dans la société actuelle. Selon lui, la quête incessante d'égalisation des rôles, des attentes et des identités génère un climat de stress et de confusion, notamment chez les jeunes générations. J'ai déjà fait un podcast dédié à ce sujet, je ne me souviens plus duquel, sur l'épidémie de dépression et anxiété
tentative de suicide, désir de changement aberrant, disons-le comme ça, et j'assumerai tout à fait ces propos, chez notre jeunesse, et l'on rappellera que l'on observe la santé d'un pays à la santé de sa jeunesse, mais pour y remédier, on supprime encore des postes de profs, on détruit la famille plus encore, et on pourrit la formation des profs. Je m'égare. Il fait référence au taux alarmant d'anxiétés et de dépression qui touche aujourd'hui de plus en plus de jeunes adultes, souvent coincés entre des attentes sociétales contradictoires. Je pourrais faire un podcast entier avec 50 contradictions de gauche. Chiche. Les jeunes hommes sont pris dans une crise de l'identité masculine, tiraillés qu'ils sont entre des attentes de virilité, qui peut être bien évidemment plus ou moins saine, tout comme la compétition, et des modèles de fragilité ou de pseudo-fragilité imposés par cette ignoble société mensongère égalitariste, qui est un principe de merde. Revenons au minimum à l'équité. Vous connaissez peut-être, sans doute, même mes élèves le connaissent, le célèbre dessin avec 2 enfants de tailles différentes et un adulte qui sont chacun sur une caisse en bois pour regarder un match de foot depuis une espèce de palissade. Et donc, avec cela, seul l'adulte voit extrêmement bien. Il est même 80 cm trop haut. Peut-être que le premier enfant, le plus grand des deux, voit également. Mais en tout cas, le plus petit des enfants ne voit absolument rien. Et la différence avec l'équité, où l'adulte n'a besoin de rien, l'enfant du milieu a besoin d'une seule caisse et le plus petit a besoin de 2 caisses. Donc déjà, merde. La notion d'équité est infiniment plus intéressante que la notion d'égalité. Les jeunes femmes, quant à elles, sont confrontées à une pression pour être à la fois indépendante, forte, performante et maternelle dans un monde où femme au foyer est devenu un terme dégradant, tout comme la notion d'ambition, si je peux me le permettre. Quand il s'agit du plus beau métier du monde, je parle de femme au foyer, et j'assume également, ou encore lorsqu'elles sont tout simplement encore maternelle, ce qui est déjà pas mal. Bref, un cocktail de rôles absolument impossible ou extrêmement difficile à tout le moins à concilier. Cette tension, cette impossibilité d'être pleinement soi-même dans un monde où tout doit être équivalent engendre une souffrance psychologique de plus en plus marquée pour tous. Et encore une fois, putain, les chiffres sont là. Il n'y a jamais eu autant de tentatives de suicide, de dépression, d'éco-anxiété. Alors ça fait tourner des business démentiels d'huiles essentielles, de CBD, de psychothérapie, de psychiatrie, d'hôpitaux psychiatriques. Mais c'est de la merde. Revenons aux bases et à la nature. Et respectons-la plutôt que de nous croire plus grand qu'elle. L'ouvrage de Rushdie soulève donc une question essentielle, vitale même. Pourquoi chercher à rendre identiques des individus qui, par leur prédisposition naturelle, sont différents? En insistant sur les complémentarités plutôt que sur l'égalisation forcenée, Rushdie plaide pour un modèle de société qui reconnaît les spécificités et les besoins de chaque sexe, ce qui permettrait de réduire les tensions sociales et psychologiques. Complémentarité, harmonie des sexes, l'une des idées clés de l'amour et la guerre est que l'homme et la femme ne doivent pas être perçus comme des concurrents ou des opposés irréconciliables, chose que cette société, à tout le moins, essaye de vous faire croire, et c'est pour ça qu'on en arrive à ne plus avoir d'enfants dans cette société qui est en train de péricliter. Mais comme des partenaires complémentaires, l'ouvrage invite à une vision plus positive et constructive des relations entre les sexes, basée sur le respect de la différence, la vraie différence et le respect de celle-ci, et de la complémentarité, ce qui est le plus beau. C'est précisément dans l'acceptation de leurs différences que hommes et femmes peuvent réellement se réaliser. Rushdie avance que la guerre des sexes, cette idée selon laquelle les hommes et les femmes sont irréconciliables et doivent se battre pour imposer chacun leur vision, est une illusion dangereuse, destructrice, meurtrière. Il oppose à cette guerre une vision plus pacifiée et enrichissante, où les différences entre les sexes sont vécues comme des richesses, des atouts, et certainement pas comme des menaces. Les relations amoureuses et sociales dans ce cadre peuvent alors devenir un terrain d'épanouissement mutuel,
basée sur une reconnaissance pleine et entière de ce que chaque sexe apportera de différent, mais d'infiniment précieux. Quelques citations tirées de l'ouvrage. L'égalitarisme ne signifie pas l'identité, mais l'égalité de respect et de reconnaissance des particularités de chacun. Un homme et une femme sont différents, et c'est justement ce qui fait leur richesse commune. Deuxième, nous ne sommes pas égaux en tout, mais notre valeur est égale. Ce qui fait la beauté des relations, c'est la complémentarité. Troisième, c'est dans la reconnaissance de nos différences et non dans leur négation que se trouve la vraie harmonie entre les sexes. Quatrième, la société actuelle pousse à tout égaliser, mais en faisant cela, elle oublie que ce qui rend la vie intéressante, c'est la variété, la diversité des expériences humaines. Ce n'est pas dans l'uniformité que nous nous épanouissons, mais dans l'harmonie de ce qui nous distingue. Enfin, conclusion, L'amour et la guerre de M. Rochdy est un ouvrage qui dénonce les dérives de l'égalitarisme en invitant à une réflexion plus profonde sur les relations entre les sexes. Il ne s'agit pas d'opposer les hommes et les femmes, ni de minimiser les luttes féministes, mais de promouvoir une vision plus saine et plus respectueuse de leurs différences. En s'appuyant sur des données scientifiques et en analysant les réalités sociales actuelles, Rochdy prône une société où les hommes et les femmes, loin de se perdre dans un égalitarisme réducteur, trouvent leur véritable épanouissement dans la complémentarité et le respect des spécificités naturelles de chacun. Dans cette perspective, l'harmonie des sexes n'est pas une utopie, mais un chemin vers un épanouissement personnel et collectif. Je me permets une petite partie que l'on va appeler grande bis, deuxième partie bis, parce que je ne crois pas l'avoir fait. J'ai fait un mini post sur Instagram, mon Instagram totalement à la dérive que je ne parviens pas à tenir à jour. Car j'ai fait la bêtise, l'erreur de montrer à mes élèves juste avant Noël, vous savez c'est la coutume, le dernier après-midi avant les vacances de Noël de leur présenter un film. Je souhaitais, amoureux des chiens que je suis, on va même y revenir dans ce podcast, le film Balto, vous savez, avec le chien loup mal alpha, et puis Balto qui est gentil comme tout et amoureux comme tout. Et voilà, je voulais leur présenter ce film-là. Sauf que sur l'ensemble des plateformes que je possède ou que je partage avec les différents membres de ma famille, bref, je m'égare, impossible de mettre la main sur Balto. Et donc, sur conseil avisé ou pas de l'une de mes élèves, je trouve sur Netflix le film Ce Noël-là. Et là, bon... Ne soyons pas trop, soyons légèrement indulgents. Le film d'animation est tout de même intéressant. Il y a même des moments très beaux qui m'ont même ému ou émouvé pour reprendre l'un des termes favoris de l'un de mes amis, compagnons de route avant notre mort programmée, l'un comme l'autre. Donc, que disais-je ? Voilà, le film Ce Noël-là, qui est un concentré de bien-pensance avec un homme blanc qui est marié à une femme métisse et qui est tout le temps joyeux, tout le temps positif, qu'il en est absolument insupportable. Un relou de service qui finira par devenir gentil, et même le grand méchant. Est-ce un parallèle trop hasardeux de dire bizarrement un homme blanc, moche, gros, avec des cernes pas possibles, et méchant qu'il en est caricatural comme pas permis, et enfin une petite jeune qui souhaite devenir future directrice de cinéma, etc., qui récupère une caméra pour Noël, et qui fait tout et lance un nombre de pics absolument démentiel à la minute contre les traditions de Noël, l'amour de Noël, et ça ne peut que hérisser le poil de l'Alsacien amoureux de cette période et de sa région alsacienne qui est absolument somptueuse à cette période de Noël. Entendre ce genre de propos contre la famille, contre les traditions, contre Noël, ça me donnait envie de gerber pendant que mes élèves regardent.
Et pareil, de la même façon, il y a un sous-texte éco-anxieux absolument non nécessaire. Et là, je vais être parfaitement poli. En cette période de Noël, je pense que nos jeunes subissent suffisamment d'éco-anxiété pour ne pas en avoir lorsqu'ils regardent un film de Noël, surtout quand ils ont 8 ans. Donc, grosse erreur de montrer ce film, même si peut-être mes élèves n'ont pas compris ce sous-texte vraiment éco-anxieux, mais je pense que quelque part ça leur rentre quand même dans l'esprit, dans l'âme. C'est quelque chose en quoi je crois. Et encore de la même manière, un sous-texte également, disons pro-végétarien, où ce n'est pas bien de manger de la dinde. Le monsieur qui vend des dindes ou des poules, des dindes je crois, est absolument ignoble. Tous ceux qui mangent de la viande se prennent une critique bien négative dans leur gueule et on fait passer ainsi un sous-texte fort désagréable. Je ne vais pas poursuivre cette critique plus longtemps que nécessaire, juste terminer en disant que c'est bien dommage car il y a des moments vraiment bien mignons comme le petit garçon qui a une maman qui travaille énormément car elle est dans le milieu de la santé et je sais à quel point il est vrai que les infirmières, médecins qui travaillent à l'hôpital public travaillent comme des fous, tout ça pour se prendre des agressions de plus en plus nombreuses de gens qui n'ont absolument aucune éducation et ne se rendent pas compte d'une part des études qu'il faut réaliser pour devenir médecin, mais ensuite du travail qu'il faut faire pour faire ce métier-là entre, disons, 50 et 80 heures par semaine, qu'il s'agit d'un métier de l'humain et que donc les erreurs, ça arrive, même lorsqu'elles sont absolument tragiques, puisque on est vraiment au cœur de l'humain de façon parfaitement littérale, et du coup, quand erreur il y a, elle est absolument catastrophique, mais c'est comme cela. Donc cette dame a un métier absolument formidable. Son fils est également formidable car sa mère est très souvent absente. C'est pareil, bon là peut-être vais-je un peu loin, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de parler aux enfants déjà des couples recomposés, divorcés? À mon époque, vieux que je suis, autant jadis, ça n'existait pas dans mes films de rois, de princes, de princesses. Il n'y avait pas de couple divorcé, quand même, merde. Et donc, j'allais dire ce couple, non, ou disons cette relation fils-mère est absolument merveilleuse. Il y a également une directrice d'école qui se retrouve seule, et je crois avoir compris que c'est parce que son mari est mort. C'est vraiment la joie, ce film de Noël. Et donc, elle fait comprendre à ce fils qui à un moment et pourtant vraiment il est top, il est toujours là pour sa mère, mais là elle est malheureusement absente pour Noël, donc là il finit quand même par lui en vouloir un petit peu, ce qui peut se comprendre, et la directrice est dure mais choupie comme tout pour lui faire comprendre à quel point sa mère est présente pour lui, travaille pour lui, elle est présente pour les personnes âgées qui se retrouvent seules à la période de Noël. Là, pour le coup, on a vraiment un sous-texte qui est absolument magnifique. Et ce petit garçon est en plus amoureux d'une jeune fille fort timide. Et leur relation est très mignonne et évolue bien. Donc voilà pour le positif, car il y a du très positif dans ce film d'animation. Ce Noël-là, et je clôture ainsi cette partie que j'ai appelée 2 bis. Petite recherche pour démarrer la troisième partie. Une recherche donc sur les îlots et les cours magistraux. Recherche récente sur ces méthodes pédagogiques à l'école primaire. Une recherche qui aborde ce sujet, c'est l'étude de Hattie, que j'ai déjà citée tout à l'heure. Et cette fois, c'est une étude avec ses collaborateurs et collaboratrices datée de 2019 intitulée, j'ai mon super accent anglais juste pour vous, Visible Learning for Teachers Maximizing Impact on Learning.
Bien que cette étude porte sur un large éventail de stratégies pédagogiques et d'approches d'enseignement, elle explore également, et c'est ce qui va nous intéresser, la question des méthodes plutôt traditionnelles par rapport à des pratiques plutôt collaboratives. Comprendre magistral versus ILO. Bilan directement, je suis comme ça, je vous divulgage tout. Les recherches montrent que l'enseignement en petits groupes ou par le biais de collaboration entre élèves, comprendre en îlot, améliore les résultats des élèves, mais seulement lorsqu'il est bien structuré et supervisé par l'enseignant. Les méthodes traditionnelles, comme l'enseignement magistral, ont un impact plus faible, mais peuvent être efficaces pour la transmission directe d'informations, développement et implication. Enseignement magistral. L'enseignement magistral reste une méthode courante dans de nombreuses écoles primaires. Il repose principalement sur une transmission unidirectionnelle de connaissances par l'enseignant vers les élèves. Atti, dans son analyse, note que cette approche, si elle est isolée et non accompagnée d'une participation active des élèves, a des effets limités. Cependant, elle peut être très efficace pour fournir un cadre initial ou une explication claire d'un concept. Par exemple, lorsque l'enseignant introduit un nouveau sujet ou une notion complexe, un exposé magistral permet de structurer le savoir de manière ordonnée. Enseignement en îlot, en petit 2. L'enseignement en îlot favorise les travaux de groupe et la collaboration entre élèves et montre des résultats positifs dans plusieurs études récentes. Ce modèle de travail, toujours selon Atti, qui devait certainement aller très vite, encore une fois, stimule la réflexion, la discussion et l'engagement des élèves, les amenant à interagir et à se corriger mutuellement. Cela permet de développer des compétences sociales et cognitives importantes comme la capacité à argumenter, à expliquer et à collaborer. Mixité des approches, magistrale et îlot. Le plus grand apport de cette étude est sa conclusion, selon laquelle un mixage des approches en alternant des moments d'enseignement magistral et de travail en îlot semble être la méthode la plus efficace. En effet, un enseignement magistral bien conçu peut fournir aux élèves les bases nécessaires pour comprendre un concept, tandis que le travail en îlot permet de renforcer cette compréhension par la pratique, la discussion et l'interaction. Cette méthode hybride permet de combiner les avantages des deux approches, la clarté et l'organisation de l'enseignement magistral, avec la stimulation cognitive et la personnalisation plus forte de l'apprentissage que permet le travail en groupe. Ce que la recherche ouvre comme réponse avec un S, adaptabilité et flexibilité, l'étude suggère que l'efficacité de chaque approche dépend fortement du contexte d'apprentissage, de l'âge des élèves et de la nature de la matière enseignée. Ainsi, les matières nécessitant une explication formelle comme les mathématiques bénéficieront d'un enseignement magistral au début du moins, suivi d'activités en petits groupes afin de solidifier les compétences. A l'inverse, des sujets comme les langues ou les sciences sociales bénéficieront de discussions ouvertes et de travaux en îlot dès le départ et tout du long. Rôle de l'enseignant. L'enseignant joue un rôle crucial dans l'implémentation réussie des approches. Dans le cas de l'enseignement magistral, il est essentiel qu'il encourage les élèves à poser des questions et à interagir. Dans le cas des îlots, un suivi attentif est nécessaire pour s'assurer que les élèves restent engagés et que les interactions restent constructives. Équilibre et alternance. Le plus grand défi selon cette recherche est de savoir quand et comment alterner entre les deux modes d'enseignement. Il ne s'agit alors pas de choisir une approche unique, mais de créer plutôt une dynamique où l'enseignement magistral et les îlots se complètent. Cette alternance peut également varier en fonction des besoins spécifiques des élèves à différents moments de l'apprentissage. En résumé, et pour conclure, selon cette recherche, il est préférable de mixer les deux approches pédagogiques, magistrale comme îlot, plutôt que de s'en tenir exclusivement à l'une ou à l'autre. Ce mixage permet d'adapter l'enseignement aux besoins des élèves et tirer parti des points forts de chaque méthode, créant ainsi un environnement d'apprentissage dynamique, interactif et efficace.
Pour cette 4e partie, à défaut d'une citation réelle, puisque je vous ai déjà proposé 4 citations, bande de petits vénards, de petits coquins, tirées de l'ouvrage L'amour et la guerre de Monsieur Rochdy, je vous propose cette fois, mais là vous êtes vraiment chanceux, la lecture d'un texte que je prends à Monsieur Rochdy toujours, Surhomme et sous-homme, ouvrage que je résumerai très certainement une autre fois, tant c'est l'un de mes préférés. Sachez que je vous ai donc résumé Nietzsche l'actuel, résumé, je vous conseille de les lire quand même, un résumé ne suffit pas, et je vous ai plutôt donné mon avis et ce que j'en tire comme enseignement. Mais donc, Nietzsche l'actuel et L'amour et la guerre ne sont même pas mes ouvrages de Monsieur Rochdy favoris, mes 2 favoris, et je les résumerai, c'est certain, un jour. C'est donc Surhomme et sous-homme et Philosophie de droite. Là, je vous lis une tirade complète tirée de Surhomme et sous-homme qui peut faire penser légèrement à l'épigénétique et qui va aborder le thème du loup et le thème de la liberté de l'humain. Alors, je suis parti. L'intelligence artificielle prendra les commandes, en prenant simplement les commandes d'elle-même, car voilà longtemps que nous serons déjà dans sa plus pitoyable dépendance. C'est peu ou prou ce qui arriva aux hommes, il y a 40 000 ans, qui se mirent à approcher des hommes dans l'intérêt de leur paresse. D'abord en complément de la chasse, puis bientôt en remplacement, certains individus trouvèrent très pratique de manger tout ce que nous pouvions laisser traîner. Petit à petit, cette astuce devint une complète dépendance. Certains loups rentrèrent ainsi au service de la structure humaine et ne les quittèrent plus jamais. Ce qui était de prime abord utile, efficace, habile, qui économisait leur énergie et garantissait une certaine abondance, se transforma en un rien de temps, en cause perfide de leur servitude. Nous savons aujourd'hui que la domestication du chien aida considérablement au développement d'Homo sapiens, notamment en lui donnant un immense avantage dans la chasse et sur ses concurrents, comme les Néandertaliens. Cette histoire pourrait se répéter avec nous dans le mauvais rôle. Voilà que par facilité, nous préférons déléguer de plus en plus d'activités à l'intelligence artificielle. Consciemment ou non, nous aidons sa structure à se développer et une fois qu'elle aura acquis la domination du monde comme Sapiens en son temps, nous ne serons plus là que pour la seconder. On peut même imaginer que des humains réfractaires continueraient d'exercer leur liberté dans la nature à la manière des loups dans la forêt, tandis que les Homos canis lupus familiaris seraient près des camps géants urbains, des nouveaux maîtres à quémander nourriture, caresses et divertissements. Il se peut que ces derniers humains libres soient également chassés sans pitié, comme concurrents sûrement, mais surtout comme insulte vivante et incarnée à l'égard du résidu domestique auquel ressemblera alors l'humanité. Mais nous parlions de mauvais rôle à jouer sur la scène de l'histoire, en sommes-nous si certains ? La question, tracassant les moralistes depuis des millénaires, est de savoir qui du loup ou du chien est finalement le plus heureux. Cette question n'est sans doute toujours pas tranchée. Les futurs chiens eurent-ils finalement raison de se mettre au service d'organismes plus intelligents qu'eux, ou commirent-ils la plus effroyable erreur possible en servant de ce fait les intérêts d'un super-organisme, donc d'un super-prédateur qui allait nécessairement bouleverser la nature ? Répondre à cette question, c'est en fait peut-être répondre au moins en partie à celle de notre avenir. Devrons-nous devenir chiens ou rester loups, voire redevenir plus pleinement loups, c'est-à-dire retrouver au fond notre type originel et supérieur, celui de notre pleine humanité. Fin d'énormes citations. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, tant cet ouvrage est clair, parfait, clairvoyant même. À nous de savoir, et vous savez quel respect et quelle distinction, tout en respectant les deux, je fais entre le loup sauvage, ses qualités, et le chien domestique et ses qualités à lui. Quel choix devrons-nous faire très prochainement? J'ai vu des images du salon de je ne sais plus quoi, avec de nouveaux robots. À quel point accepterons-nous d'être
asservis, ou bien est-ce que nous sommes capables d'utiliser les robots dans une mesure tout à fait acceptable si c'est pour aider les infirmiers, les infirmières, les médecins à faire leur travail. En revanche, si c'est pour ne plus avoir les infirmiers au chevet des malades, mais les remplacer par la présence de ces robots-là, c'est d'une tristesse absolument absolue, encore une fois. Donc, je pense très sincèrement me situer entre les deux. Je suis absolument épris de nature, de liberté, et en même temps, j'ai le goût du travail, de la discipline, ce qui sous-entend un minimum d'asservissement parce que je sais que je ne suis pas capable de subvenir absolument à tous mes besoins de manière en tout cas idéale. J'ai besoin de plein de choses pour m'aider dans plein de domaines différents. Et je l'accepte tout à fait, tout en étant, encore une fois, un amoureux des grands espaces et, en premier lieu, de la montagne, que j'admire et que j'adore par-dessus tout. Dernière partie sur laquelle je vais aller très vite puisque nous avons dépassé l'heure, alors que ces derniers temps nous parvenions à rester sous cette barre fatidique de l'heure et que je souhaiterais pouvoir rester à chaque épisode entre 45 minutes et 1 heure, mais ce n'est pas bien grave. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura appris des choses et aura été intéressant. Petit mot de découverte donc panégyrique, ce qui n'a rien à voir avec le pain ni le poisson pané, ni avec un bateau, parce que pour moi, panégyrique, ça sonnait un petit peu bateau, dans le style pirogue. Mais donc non, panégyrique, c'est un discours à la louange de quelqu'un, et donc si je dis que je fais le panégyrique de Monsieur Rochdy pour l'ensemble de son œuvre, que j'ai lu dans son absolue entièreté, ainsi que ses vidéos, que ce soit les conférences ou les vidéos plus courtes qu'il a pu réaliser sur sa chaîne YouTube. Voilà, j'ai effectué, je pense, le panégyrique de Monsieur Rochdy et je n'en ai pas terminé puisqu'il me reste les ouvrages sur Hommes et Sous-Hommes et Philosophie de droite à commenter, résumer et afin d'en tirer l'essence la plus intéressante. Parents, votre rôle est d'inculquer des valeurs saines, de laisser vos enfants être naturellement curieux, d'apprendre, d'enrichir leur monde, de veiller à leur sommeil, alimentation, temps d'écran, de communiquer avec leurs enseignants. Notre rôle à nous, enseignants, il est bon de le rappeler, c'est avant tout d'aider à la formation des valeurs saines et encore une fois naturelles. Et en premier lieu, la curiosité, comme je le disais. Plus tard, majeurs, ils feront leur choix personnel en toute responsabilité avec une base solide que nous leur aurons inculquée avec l'aide de la communauté éducative. Ils disposeront d'un esprit critique affûté tel une lame de rasoir. L'un de nos nombreux rôles est et doit rester de protéger l'enfance dans son innocence. Nous n'avons pas à tout leur inculquer tout de suite. Donnons-leur du savoir, apprenons-leur à être avec l'aide de leurs parents et de l'ensemble de la communauté éducative. Et enfin, ce sera notre plus bel objectif, à savoir devenir. Retrouvons une communauté éducative soudée. Cessons avant tout de nous tirer dans les pattes, nous valons bien mieux que cela. Je reprends ce que je disais tout à l'heure lorsque j'évoquais le fait que les élèves n'ont pas à tout savoir dès le plus jeune âge. Parce que j'entendais ça justement dans le dernier épisode de Burger Ring et c'était dit très justement, encore une fois, par Papacito. Nous n'avons pas à dire à un enfant de 4 ans les mêmes choses qu'à un enfant de 8 ans, les mêmes choses qu'à un enfant de 12 ans, etc. Je reprends encore une fois, ce n'est jamais une bonne chose de le faire, mais tant pis, mon exemple personnel. Et voilà, je n'ai appris à connaître la femme, en disant cela avec plusieurs guillemets, que aux alentours de 15 ans. Et je ne pense pas que cela m'ait posé préjudice. Il n'y a pas besoin d'absolument tout connaître dès cet âge-là. Concentrons-nous déjà sur les savoirs
essentiels, lire, écrire, compter, et ensuite, pour le reste, nous verrons. Il faut également remettre les familles au centre des apprentissages annexes. Ce n'est pas à nous non plus de tout leur apprendre. Il y a des choses qui doivent être apprises par les familles et avec tact. Donc pourquoi pas apprendre aux familles à le faire. Je ne suis pas forcément contre cela, mais en tout cas, restons sur les apprentissages fondamentaux, l'ouverture d'esprit, l'esprit critique, lire, écrire, compter. Rien ne sert d'être gauche, mesdames et messieurs, sans cesse il nous faut faire preuve de droiture. Vous avez dû sentir au cours de ce podcast que j'ai tenté d'improviser en tout cas plus que d'habitude. J'espère que cela est resté agréable, peut-être plus agréable encore, je l'espère. Et j'espère en tout cas au moins que cela n'a pas entraîné de moments désagréables ou de coupures dans le podcast qui vous auraient gêné et mis à mal. Soutenez-vous le vocabulaire millénaire du Kalos Kagatos, de l'harmonie, de l'équilibre, du respect des ancêtres même dans leurs erreurs, qui devraient nous permettre de grandir, ou le gauche vocabulaire d'une gauche molle, physiquement comme mentalement, qui a entre 20 et 60 années d'existence au maximum. Choisis ton camp, camarade. Je choisis le terme camarade à dessein. D-E-2-S-E-I-N. Si tu respectes tes ancêtres, n'aie pas la prétention de tout savoir mieux qu'eux. Pour commencer, oui je sais, j'ai dit ne nous tirons pas dans les pattes les uns des autres, mais laissez-moi garder une part de taquinerie, je vous en prie, je vous en remercie. Force, intelligence, culture, spiritualité, nature, honneur. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous remercie de votre écoute.